Bonsoir à tous. Donc, je suis Martin Kael et je travaille au TUBA. On est donc 4 à travailler au TUBA et je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait ici et des projets qui sont en lien avec tout ce qui est data. Je vais vous présenter aussi ces projets rapidement. Donc déjà, bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc le TUBA, c'est littéralement le TUBA expérimentation urbaine. C'est un lieu unique pour accompagner l'innovation et expérimenter et développer les nouveaux services qui seront appliqués demain à la ville. On est focalisé sur des services qui utilisent ou qui génèrent des données numériques. Alors ça va être, on va accompagner autant des startups, des PME et des grands groupes. Notre but en fait c'est de fédérer tout un écosystème autour de l'innovation, de co-créer avec l'utilisateur final, donc en général le citoyen, et d'expérimenter des services qui seront appliqués demain à la ville. Par exemple, en ce moment, on expérimente un service de plateforme client GRDF qui est relié au compteur Gaspard, au compteur communicant Gaspard. Donc on s'occupe de la phase 0 jusqu'à la phase de déploiement pour 1000 personnes en test utilisateur. Donc voilà, ça c'était vraiment un très rapide overview du TUBA. Il faut savoir que ici c'est un lieu qui est ouvert au public où on présente des projets et à l'étage on les conçoit. Donc on a un espace de coworking incubateur où on a une vingtaine de bureaux et où des startups peuvent venir travailler. On a une salle de créativité, salle de sieste, tireuse à bière, tas d'équipements. Très important. Alors rapidement, des projets sur lesquels on a ou on va travailler. Il y a le projet des infos, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du projet des infos qui est porté par la FING. FING, c'est Fondation Internet Nouvelle Génération. Alors le but de ce projet, en fait, c'est de réutiliser des données personnelles de grands comptes. Données personnelles clients provenant de grandes entreprises. Alors, comment ça se passe? Donc, mais c'est un peu peut-être, ça rigole vachement. Vous m'entendez derrière, Maxime, tu m'entends? Ouais, très bien. Donc en fait, les infos, c'est la FIG qui s'est entourée de pas mal de partenaires grands comptes comme Intermarché, la Banque Postale, la Société Générale, Orange, et on a récupéré les données personnelles de 300 utilisateurs de ces grandes entreprises. On les a récupérées et notre but c'était de valoriser ces données sous forme de service. Donc on a créé un concours où n'importe quel entrepreneur pouvait proposer une idée qui utilisait toutes ces données et qui utilisait aussi des données en open data. Et avec ces données, il devait générer un service. On a aussi créé des services en interne. Donc, moi, je me suis par exemple occupé de créer des services en interne. Avec des trucs assez basiques. Moi, je ne suis pas développeur, je suis designer. Maintenant, je connais un peu le milieu de la data, mais en gros, j'étais accompagné d'un développeur, on s'occupait de créer des services. Et c'était très intéressant. Donc, on voyait déjà toutes les données qu'il y avait un grand groupe comme Intermarché ou comme AXA. AXA, c'est encore pire. AXA, c'est la longueur de vos cheveux, presque. Donc voilà, ça c'est bon les infos. Donc maintenant, les infos arrivent en région Rhône-Alpes et on va faire le même projet dédié à la région Rhône-Alpes. Et on va se retrouver de grands groupes qui sont porteurs de projets en région. Par exemple, en ce moment, on est pas mal axé énergie avec le compteur communicant Gaspard, le RDF et le compteur Mickey, le compteur communicant de Veolia, donc on va sûrement se retrouver avec ces trois grands groupes-là pour créer des nouveaux services autour des données énergétiques. On a le Data Science Challenge qui est né en fait, c'est marrant parce qu'il est né un peu dans un meet-up comme ça, enfin même dans ce meet-up-là. Donc j'ai rencontré Maxime Lejeune, qui est gagnant là-bas, à un meet-up ici, et on a décidé lui avait déjà cette idée de monter et de lancer ce projet, et moi j'ai fourni des datasets d'un immeuble qui est un immeuble à énergie positive qui se trouve à Meudon, qui s'appelle le Green Office Building Meudon, et qui génère un maximum de données. Donc là, ça c'est un dashboard que Soprasteria a fait concernant l'immeuble, donc enfin, voilà, il y a énormément de données, et donc on a récupéré des données sur 3 ans de cet immeuble, donc ça va de la production en kilowattheure du photovoltaïque à la température de la dalle, en passant enfin voilà, vous voyez plein de choses, il y a énormément de choses. Donc là, le but du Data Science Challenge qui se tiendra le fin novembre, c'est de réunir des étudiants en dernière année de master et les faire travailler sur des cas concrets, des données réelles, et leur faire sortir des algorithmes prédictifs. Tu m'arrêtes, c'est parfait. Très bien. Et donc, ils seront accompagnés par la startup Datalio et Dateo. Ensuite, on a monté un challenge qui s'appelle le challenge Renouvelable Énergie avec EDF. Et alors là, ce qu'on a fait, c'est. Donc, on est en train de faire la deuxième édition.
Et là, sur la première édition, ce qu'on a fait, c'est on a fourni à chaque équipe un émetteur radio ainsi qu'un Raspberry avec une API qui va bien dedans. Et on est arrivé en fait à récupérer les données en temps réel au compteur. Et donc à partir de ces données récupérées en temps réel au compteur, plus une enveloppe de 500 € qui permet d'acheter les objets connectés que les équipes souhaitaient, il fallait créer un service qui permettait de mieux consommer son énergie. Donc on a eu des propositions de services qui ont été présentées au CIDO, qui est mon Internet des objets. C'était en mai dernier, juin dernier. Et si vous voulez retrouver toutes les idées de service, elles sont sur, enfin c'est même plus que des idées de service, c'est carrément des prototypes de service. Ils sont sur notre site web tuba-lyon.com. Il faudra chercher un peu, le trouver. Donc ça c'était fait avec EDF, et là on lance le deuxième remix de l'énergie qui aura lieu dans le cadre de Campus Création. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Campus Création. C'est un programme d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs. Voilà. Je vous fais juste un dernier, et après je laisse la parole au suivant. Donc on est en train de monter un hackathon. C'est un peu notre spécialité, monter des challenges hackathons en fait. On est en train de monter un hackathon avec la Caisse d'Épargne, où la Caisse d'Épargne nous fournit un maximum d'objets connectés. Alors ça va des Google Glass, parce que oui, les Google Glass existent encore, jusque des distributeurs automatiques de billets, des tableaux de paiement, des smartwatches en tout genre, des beacons, des lecteurs NFC, et des data, pas mal de data, clients, pro, et tout ça. Et donc il va falloir, en fait, voilà, le but c'est de créer un service bancaire innovant à partir de tout cet environnement, plus de l'environnement, tout ce qui est en open data, etc. Et de créer le service bancaire innovant de demain. Et donc ça aura lieu du 27 au 29 novembre dans 2 semaines. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est un peu tard. Par contre, vous pouvez toujours venir me voir, mais a priori les inscriptions sont closes. Donc voilà, c'est le genre de challenge et de hackathon et de projet qu'on mène ici au Tuba. Donc ça fait 1 an qu'on est ouvert. Là, c'était vraiment 4 projets que vous avez tentés très rapidement. Si vous voulez, après on pourra en parler plus longuement. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. On m'a dit 10 minutes. J'ai fait 10 minutes. Tu peux faire vers la main si tu veux. C'était 20 ? Ah, c'était 20. Comme tu veux. Bon, on peut parler pendant 10 minutes. Donc aujourd'hui, on est 4 installés au Tuba, un designer, un ingénieur, il est astrophysicien, il s'appelle Benoît. Une sociologue, Marie-Hélène, qui est là-bas, et une directrice qui est pas là. Et donc on a ouvert il y a 1 an, on est 9 partenaires en groupe et 22 autres partenaires, dont 5 PME, comme Fort City, Cosmo Company, Charvel Digital Media et d'autres. F2O City, City et Oka, je crois. Et après, on a tout ce qui est cluster, projet de compétitivité, etc. Et le but vraiment, c'est de co-créer, avec tous nos partenaires, c'est de co-créer les services qui seront appliqués demain à la ville pour faciliter et la mobilité, et la consommation d'énergie, et l'accès à la culture, etc., etc. Voilà, ça fait 2 minutes de plus. Des questions? Pas de questions? Et la thème? Bon, en tout cas, si vous voulez venir voir les résultats des différents hackathons, donc le 20 novembre à Rio, vous avez le droit de venir voir les résultats. Le 27, vous avez le droit de venir voir les résultats. Vous avez le droit de participer, vous pouvez bien le voir si on peut vous trouver des places. Et voilà, si vous êtes intéressé pour participer à ce genre de challenge, on montre assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter après. Voilà. Merci. Alors, ah bah, on ne l'a pas fait dans le cours. C'est nerveux. Alors, je suis désolé, c'est mon organisme et il fait le meet-up, je ne sais pas où c'est. Donc je vais nous rappeler. Bonsoir à tous. Donc on est de Data Science, on est un petit groupe qui est en train de se former et vous êtes de plus en plus nombreux à ces soirées. On fait la 2e vraie grosse soirée. On a fait une soirée au début pour savoir où on voulait aller.
On a un petit peu. Ce soir, on va laisser parler Fanny. La première session, il y avait une introduction sur le machine learning et sur les data science. Et puis là, il va y avoir Fanny va vous faire la présentation sur la partie data engineering. Ok, je vous laisse. Si on n'a pas de science pour l'instant, donc il n'y a pas de collation d'apéro à la fin. On essaie de réseauter, on verra au fur et à mesure si on... Pardon? Il n'y a pas de son? Alors oui, c'est bien. Il y a en place devant si je peux arriver. Vous pouvez avancer un peu si vous voulez. Pour la zone d'association, on est un peu surpris par le nombre de participants en fait, de soirée. Vous avez lancé ça en disant que vous avez quelques notes, puis là on est 60 à 100 inscrits. Donc on verra après pour organiser des choses à faire pour le résultat sur le plus tard si on fait une association. Donc bonne soirée et puis à la fin de la c'est la première fois que j'utilise Science.com, donc j'espère que ça va marcher, que Internet ne va pas me lâcher en plein milieu après. Et sinon, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux à une présentation sur la partie la moins intéressante et la moins sexy de la data science, faut le dire, parce que je ne vais pas parler d'algorithmes, je ne vais pas parler de statistiques, je ne vais pas parler des neurones, je ne vais pas parler d'art de décision, rien de tout cela. Moi, je vais plutôt vous parler de toute la partie data engineering, c'est-à-dire comment est-ce que je vais collecter un peu de données, comment est-ce que je vais la stocker, comment je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas corrompue pendant son stockage, ce genre d'informations. Alors, juste un petit sondage avant de commencer. Je vais essayer le sondage. Est-ce que tous les gens qui se considèrent comme un peu informaticiens data miner peuvent lever la main gauche, et tous ceux qui ne se considèrent pas comme informaticiens peuvent lever la main droite? À 3, 1, 2, 3. Alors, la main gauche, vous êtes fort en informatique. Ok, pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informaticiens. Très bien. Bon. Avant de commencer cette présentation, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny Gainassolo. C'est de Madagascar, pour ceux qui veulent savoir. Je suis ingénieur Big Data à Worldline, qui est la filiale de transactions bancaires de la société Atos. Donc là-bas, on fait principalement de la transaction bancaire, des cartes bleues, du terminal et services de paiement. Si vous avez Twitter, vous pouvez me trouver sur Twitter sous ce surnom. Si vous n'avez pas Twitter, n'ayez pas attendu. Alors, avant de me concentrer sur l'analyse de données, j'aimerais faire un retour en arrière en 1880, lorsqu'on disait que l'analyse de données, justement, c'était de la big data, c'était du supercomputing. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en 1880, le gouvernement américain faisait son 10e recensement. Il voulait en savoir plus sur la population américaine, il voulait savoir combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, combien il y a d'enfants, quels sont les métiers des différentes personnes, comment vont les organisations, etc. Ils ont envoyé ces sondages à toutes les personnes concernées, ce qui faisait environ 50 millions de personnes. Ils ont récupéré les réponses sur des feuilles de papier, donc vous imaginez qu'à cette époque, les feuilles de papier, pas très manipulables par des ordinateurs. Donc c'était assez difficile à traiter. Et il a fallu 7 ans pour faire l'analyse du recensement américain. Vous imaginez qu'en 7 ans, la population, elle a eu le temps de changer, et que les résultats ne pouvaient pas en faire grand-chose. Donc c'est dans cette optique-là que le gouvernement américain a décidé de demander l'aide de certains ingénieurs, dont un dénommé Herman Richt, pour concevoir une solution qui était capable justement de processer plus rapidement ce type de données. Et ce cher monsieur a mis au point une machine qu'on appelle tabulatrice, qui était capable de lire justement des cartes perforées. Donc la solution était, je vais maintenant stocker vos réponses sur une carte perforée en disant, bah, voilà, il y a 24 lignes, 15 colonnes, il faut croire, et je vais encoder vos réponses comme des trous,
et une boîte tabulatrice sera capable de lire ces cartes et d'incrémenter des compteurs afin justement de comptabiliser le nombre de personnes qui ont répondu cette réponse, cette réponse, cette réponse. Il y avait 63 millions de personnes à recenser et cette prouesse, la prouesse est là parce qu'il a été estimé qu'il faudrait 11 années en utilisant le système précédent et on est descendu à 6 ans, sachant que la population américaine, on a eu le nombre de personnes en Amérique au bout de quelques mois. Donc le gouvernement américain était déjà relativement plus heureux. Et déjà dès cette période-là, on disait que c'était la big data. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, du coup, ce cher monsieur Ulbricht a fondé en 1917 la compagnie IBM qui aujourd'hui continue de faire différents systèmes de processing. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette magnifique histoire de 1880? La donnée, il faut la processer rapidement pour qu'elle soit valide, pour qu'elle soit exploitable, pour qu'on puisse en faire quelque chose. Et pour la processer plus vite, il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit facilement accessible et facilement processable. On a vu à cet endroit de la présentation que la donnée tabulaire, c'était ce qui fonctionnait mieux. On avait une tabulatrice qui fonctionnait avec des colonnes, on comptait le nombre de trous dans une colonne typiquement. Et la deuxième chose, c'est que lorsque la donnée est stockée de manière durable et peut être relue de manière rapide par la machine, l'analyse de données qui vient derrière, elle va être beaucoup plus simple. Ce qui va faire de ces trois résultats, même comme chaîne du jour, une bonne data analyse. Pour avoir ça, il faut avoir des bonnes données. Il faut avoir le bon stockage de données. Il faut être capable de collecter la bonne donnée. Bon, comme ça, je vous ferai les algorithmes à la séance prochaine. Moi, je vais faire toute la partie ingénierie de données. Pas trop de questions jusque là. Très bien. N'hésitez pas, s'il y a des questions, et qu'on ne dépasse pas 50 minutes, n'hésitez surtout pas. Donc l'agenda que j'aimerais parcourir, c'est premièrement un peu de définition pour savoir de quoi on parle, et traiter un peu des différents systèmes de fichiers qui existent pour stocker de la donnée. Vous parler un peu de tous les systèmes de fichiers qu'on met en place pour traiter de gros volumes de données comme le système Hadoop, comme l'écosystème Hadoop. Et enfin, les différentes bases de données SQL et NoSQL qu'on peut utiliser pour stocker la donnée et la traiter. Et on finira très rapidement par les différentes sources de données, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde, duquel on peut télécharger de la donnée. Donc, jusque-là, je vous ai parlé d'analyse de données. La première question qu'on peut se poser, si on a un petit enfant de 5 ans, c'est qu'est-ce que de la donnée? Ça, c'est une donnée. 2, 7, 4, 0, 4, 17, 30, 0, 0, je ne sais pas quoi. C'est une donnée, c'est une représentation informatique de quelque chose dans la vie réelle. Ce nombre, il peut être processé par une machine, on peut faire des additions avec, on peut la découper en deux, c'est processable, mais on ne sait pas ce que signifie cette donnée. Pour que cette donnée ait un sens ou une valeur, il faut qu'elle ait un contexte. Il faut que je sache, cette partie de la donnée, c'est ça, cette autre partie de la donnée, c'est ça. Donc, ça, c'est une information, c'est une donnée avec un contexte. On a la signification de la structure, on sait typiquement que la première lettre, ça va être celle de la personne. Et avec ce contexte-là, on sait typiquement que ce numéro, en fait, c'est un numéro de sécurité sociale de quelqu'un. À partir de là, on peut structurer la donnée. On est capable de manipuler les différentes parties de la donnée. Et à partir de là, on va être capable justement de la manipuler. Et enfin, qu'est-ce qu'une observation en termes scientifiques de la chose? Une observation, c'est la collecte d'informations venant d'une même source. Et on admet que lorsqu'on collecte un ensemble d'informations dans un univers temporel qui est suffisamment court, on peut estimer que toutes ces observations, elles ont la même structure, elles ont le même contexte. Typiquement, si je collecte tous vos numéros par exemple, tous vos numéros de sécurité sociale, je peux admettre qu'ils ont tous la même structure, et donc je ne vais pas avoir de problème à les analyser. Je me sens désolé. Donc, à partir de là, il y a trois choses à noter. Avant de pouvoir même commencer à traiter de la donnée, il y a trois choses à prendre en compte. La première, c'est que ma donnée, avant même de l'exploiter, il faut que je sache ce qu'elle signifie. J'ai besoin d'une définition et d'une description pour la donnée. Donc tout cet ensemble, le contexte va s'appeler les métadonnées. Dans un deuxième temps, il faut que je m'assure que le contenu de la donnée soit correct, non corrompu, qu'on ne perd rien au milieu. Et enfin, que cette donnée soit accessible. Typiquement,
Si la donnée elle est parfaite, mais qu'elle est rangée au fin fond d'une base de données que je ne sais pas maîtriser, elle est inaccessible, je ne peux pas l'exploiter, cette donnée, elle ne sert à rien. Donc, avant toute chose, avant même de passer à tout ce qui est fichier, il faut vérifier à chaque fois que lorsqu'on stocke la donnée, on ait bien les métadonnées associées et un contenu valide. Donc, comment on va faire ça? En utilisant les fichiers. Donc, un fichier, quitte à revenir sur toutes les définitions pour qu'on soit tous d'accord, un fichier, c'est un peu comme la carte perforée qu'on a vue tout à l'heure. C'est un stockage durable de la donnée qui peut être ensuite mise de côté et reprise à un moment donné pour être relue par l'ordinateur. Donc un fichier, c'est pareil, c'est un conteneur durable pour une donnée. Typiquement, ici, on a un fichier qui s'appelle contacts.csv et qui va contenir des noms, un en-test qui définit le nom de chacune des colonnes et ensuite une observation par ligne. Donc une observation par ligne. Et pour ce fichier, on va définir ce qu'on appelle une extension de fichier qui définit la manière dont on doit interpréter ce fichier. Typiquement, un point CSV, lorsqu'on voit un point CSV, on sait que ça va être un fichier de texte dans lequel l'entête sera une entête qui définit le nom des colonnes, et ensuite ça va être une ligne avec des séparations par virgule, par exemple. J'ai une grande question avant de passer par la suite. Tout le monde voit ce que c'est le CSV. Alors, le CSV, c'est un fichier classique que vous avez pu croiser en faisant des compétitions Kaggle, par exemple, pour ceux qui en font. C'est un fichier, c'est un format d'échange qui est très facile à utiliser. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il est composé d'un en-tête qui définit le nom de la colonne, et ensuite une observation par ligne, dont chacune des colonnes va être séparée par une virgule. C'est très facile à lire, à peu près pratiquement toutes les applications que vous pouvez utiliser, ou tous les types de bases de données que vous pouvez utiliser, sont capables de lire du CSV. Et derrière, ce CSV est très facilement manipulable, et je vais vous fournir un petit exemple que j'ai pu tester il n'y a pas longtemps. C'est que typiquement, ici, j'ai récupéré un CSV. Donc voilà, un fichier CSV qui est lisible par tout le monde. Ici, il y a une en-tête. J'espère que vous arrivez à lire du fond, mais ce n'est pas trop grave si vous n'arrivez pas à lire. Et un ensemble d'observations. Donc ça, ce fichier, c'est un fichier de tout ce qui s'est passé lors d'un match de foot. Je crois que c'est tout baseball, mais c'est pas cool. Donc derrière, très facilement, ce fichier, je peux le processer par exemple en Python. Je vous ai pris un exemple. Hop, voilà. Déjà, de manière applicative, j'ai indiqué à Python, bah tiens, j'utilise une librairie qui s'appelle Pandas, je vais lire ce CSV, et je peux déjà commencer à manipuler. Donc ici, vous avez déjà la représentation tabulaire de mon fichier CSV, que je peux regarder. Je peux déjà d'ailleurs constater que, il y a 39 colonnes qui n'ont pas de nom, ça déjà c'est fâcheux. Ensuite, vous pouvez aussi constater qu'il y a des colonnes qui sont vides. Il y a des colonnes qui ont des noms. Donc là, typiquement, ça s'appelle Score ID, mais ça aurait pu être un entier. Je ne sais pas, en fait. En fait, le gros problème, justement, de ce système de fichiers, moi, je peux continuer jusqu'au bout parce que j'ai fait une petite manipulation. Donc ici, on peut voir directement que je peux manipuler le CSV et faire les requêtes que je veux pour typiquement récupérer tous les joueurs qui ont une victoire onside kick. Je ne sais même pas ce que veut dire onside kick parce que je n'ai même pas trouvé le fichier de définition. Donc déjà, vous pouvez voir, vous savez que le CSV, c'est très bien, c'est facile à lire, c'est populaire, pratiquement tous les programmes sont capables de le lire, c'est aussi très compact. Par contre, le gros problème de ce format de fichier, c'est que s'il y a un problème de formatage, ou si vous voulez changer de schéma, en fait, c'est assez compliqué. Vous ne savez même pas typiquement, à partir uniquement de ces informations, vous n'êtes pas capable de dire si ça c'est une date ou un entier. Donc imaginons qu'un autre fichier CSV vous arrive le lendemain et que quelqu'un se soit décidé à remplacer le contenu de cette colonne par exemple, un string. Et bien moi, dans mon processing, je ne serais même pas capable de le remarquer, je ne sais même pas quel est le type de cette colonne. Donc ça, il y a déjà un défaut du CSV qui est, comme il n'y a pas vraiment de standard, ça peut être, n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans ce CSV. On a déjà vu aussi des gens qui mettent entre l'entête et leurs observations la description d'un fichier. Au final, tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde se débrouille. Je
j'extrapole beaucoup. Un autre problème du CSV, c'est typiquement comme c'est une structure de données qui est plate, on ne va pas pouvoir représenter de la donnée hiérarchique à l'intérieur. On ne va pas pouvoir mettre des sous-colonnes dans une colonne. On pourrait, en mettant des points-virgules, dire bah, écoutez, moi, ça c'est une colonne et dedans, je mets des points-virgules. Et ça veut dire qu'il y aura du parsing spécifique à faire. Et que si le lendemain, quelqu'un décide de relever les sous-colonnes, bah, mon parsing spécifique, il faut que je le recode. Donc, le CSV, c'est très facile, mais il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec. Le fichier XML, c'est un deuxième format de fichier qui est très populaire, c'est un modèle de balisage de données. Donc typiquement ici j'ai deux observations, donc j'ai deux personnes, j'ai même pu marquer une balise supplémentaire à la première personne avec une position égale 1. Derrière je peux rajouter les attributs qui m'intéressent, donc la première s'appelle Eric à 26 ans, la deuxième s'appelle Clara et elle a un âge. Et comme on est en semi-structuré, vous pourrez rajouter d'autres attributs. Ça, c'est aussi très facilement c'est aussi très facilement récupérable. Pourquoi le XML et tous ces dérivés comme le HTML sont très connus? Parce que vous avez juste à scraper un site web. Voilà, par exemple, je suis allé sur le site de la FNAC, j'ai récupéré le HTML et j'étais intéressé par toutes les chansons que Kenji Girac chante. Je ne sais pas, peut-être que ma soeur aime Kenji Girac. Donc, ici c'est encore une autre librairie. Je vais lire mon fichier XML assez rapidement quand même. Bon, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout j'ai pas réussi à trouver tout les chansons, mais j'ai quand même réussi, pour ici, ceux qui n'arrivent pas à lire, j'ai demandé à récupérer toutes les balises qui contiennent au moins le titre Kenji Girac. Bon, j'ai au moins réussi à faire ça, je suis déjà pas mal. Donc, avec le format de fichier XML, on est capable de représenter des structures de données plus complexes qu'en CSV. On peut faire des hiérarchies, on peut rajouter encore des balises sous le noyage, on peut avoir de la donnée hiérarchique. Avec une XML, on est aussi capable, comme on a une API standardisée pour lire du XML et écrire du XML, on a aussi été capable de définir des features de validation de fichiers ou aussi de définition de schéma. Donc on est capable de dire à telle balise va se retrouver dans cet ordre-là et sera obligatoirement un entier, sinon ce XML ne sera pas valide. Donc déjà on est un peu plus évolué qu'en CSV, parce que juste en parsant le fichier, on est capable de dire bah, cette donnée-là, je sais absolument que ça va être un entier. Donc là déjà par rapport au CSV, on est meilleur. Bon, par contre le problème majeur qu'il y a avec ce format de fichier, c'est qu'il est 3 fois plus gros que le CSV. À chaque observation, je vais faire du marquage, donc ça va être globalement beaucoup plus gros. Il y a le troisième format de fichier que, en tant que data scientist, on croiserait peut-être beaucoup plus souvent, c'est le format JSON. C'est extrêmement similaire au XML, mis à part que c'est totalement différent. On parle ici des structures de données qui ont été définies en JavaScript, donc que ce soit des tableaux, des maps, ou des strings, etc. Et on a défini un pseudo-système objet balisage. Typiquement ici j'ai une observation qui contient une personne dont le nom est Eric et qui contient en plus un attribut famille qui peut être un autre objet JSON. Donc on retrouve à nouveau ce concept de hiérarchie qu'on peut exploiter dans cet objet. Je peux vous montrer un exemple. Alors un exemple assez connu, donc ça je vous en parlerai aussi un peu plus tard, c'est que je suis allé récupérer les données de Twitter pour tester. Donc Twitter a un API, mais je vous en parlerai juste derrière, dans laquelle justement, comme elle est publique, vous pouvez récupérer les données de tweets. Donc j'ai récupéré les tweets d'une personne à peu près là. Et à nouveau, ces informations se parsent aussi beaucoup plus rapidement. Il y aura une implémentation JSON, mais notez que ça se parse aussi beaucoup très facilement. Et jamais je le retrouve cette chose. Bon, alors CSV, XML, JSON, vous me direz, tout ça vous connaissez déjà. Tout le monde utilise ça, que ce soit sur Internet ou que ce soit pour échanger des fichiers en base de données, ça existe bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans un environnement où on va récupérer de gros volumes de données. On est en train de créer des architectures de stockage distribuées. Donc
c'est-à-dire qu'on va avoir un cluster de machines dans lequel on va stocker nos données de manière distribuée. Et le gros problème de stocker les fichiers CSV ou XML ou JSON dans ce genre d'architecture distribuée, c'est que ces fichiers ils sont trop gros. Et que lorsqu'on se retrouve justement à séparer ces fichiers en plusieurs morceaux et à les transiter en différentes machines, on va couper beaucoup trop de réseau par rapport à ce qu'on voudrait. Donc, si vous travaillez un jour en entreprise et que vous êtes amené à travailler avec des environnements distribués comme Apache Hadoop, vous n'aurez pas forcément manipulé du CSV. À partir de là, vous allez plutôt manipuler de la donnée qu'on appelle sérialisée. Donc la donnée sérialisée, ici c'est une donnée. Donc, par exemple, c'est un objet JSON typiquement. On veut pouvoir le transformer dans un format qui soit compact et qui puisse facilement être déplacé d'une machine à une autre. Donc typiquement, je vais sérialiser cette donnée en ensemble de bits, donc 0, 1, etc. Et je vais être derrière capable, une fois que je l'ai transféré d'une machine à une autre, je vais être capable de la désérialiser pour retrouver mon objet initial. Donc ce qui est important lorsqu'on sérialise et désérialise, c'est de toujours avoir la description du fichier sérialisé et désérialisé, mais aussi le code dont j'ai besoin pour transformer l'objet dans les deux sens. Donc pour cela, je pense que vous allez croiser très souvent ces trois noms-là, qui sont Protocol Buffers, Thrift et Avro, qui se chargent de ça. Je vous ferai une petite démonstration très rapide de comment ça marche. Et sans faire de démonstration, les trois librairies dans ce contexte-là se ressemblent. Il y en a une qui est Google, il y en a une qui a été faite pour l'écosystème Hadoop, et la troisième, j'ai oublié, il me semble que c'est. J'ai oublié, je rappelle Apache. Merci. Les trois se basent sur la définition d'une interface, donc d'un objet, ici une personne, parce que j'aime beaucoup les personnes, j'utilise toujours personne, qui contient comme attribut un nom et un email. Donc ici, je définis mon objet que je vais sérialiser en tableau X. Je vais lui dire, tiens, les réponses avec le nom et l'email, et avec les librairies que je vous ai suscitées précédemment, je vais être capable de générer du code qui va être utile pour transformer de la donnée, cette donnée typiquement en du binaire, et inversement. Donc, je peux vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Typiquement, vous arrivez à lire tout au fond, moyen. Bon, je ne sais pas zoomer, donc imaginez que vous pouvez imaginer qu'il y a un fichier JSON qui contient trois attributs qui sont le nom, le numéro favori et la couleur favorite. Et vous pouvez imaginer que vous avez récupéré de votre cluster Hadoop ce fichier binaire. Alors, Avro, c'est une spécificité, mais il stocke toujours le schéma dans le fichier binaire. Comme ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'interface pour pouvoir relire le fichier sérialisé. Mais vous pouvez voir que tout à droite, vous avez la donnée binaire. C'est pour ça qu'il y a tous ces signes bizarres, c'est que mon éditeur de texte n'arrive pas à le faire. Et, bon, je suis encore désolé pour ceux qui sont très loin, mais imaginez que dans la première ligne, je lise mon schéma et dans la troisième ligne, je lise mon fichier qui contient des données binaires et que j'ai du code pour être sérialisé. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi récupérer la donnée sérialisée ou la donnée en fichier. Du coup, je vous ai parlé de fichiers, je vous ai parlé de système de fichiers distribués. Et il me semble que c'est le bon moment pour vous en parler un peu plus. Comme en plus l'ont si bien décrit dans leurs expérimentations au Tuba, on est amené beaucoup plus souvent à récupérer des données provenant de différentes sources, venant de millions d'utilisateurs qui consultent leur téléphone mobile. Et on est amené à récupérer ces événements et à les stocker dans des endroits, et à stocker par exemple plus d'un térabyte de données. Donc pour cela, on va être beaucoup plus souvent amené à utiliser des systèmes de fichiers distribués comme Apache Hadoop. Donc, l'écosystème Apache Hadoop se charge typiquement de tout ce concept de distribution pour vous. Donc, il consiste en une première grosse brique de stockage distribué, donc, qui s'appelle HDFS pour Hadoop Distributed Data File System. Donc, en installant HDFS sur votre cluster de machines, donc imaginez que vous avez une centaine de machines qui sont réparties dans votre data center, et que vous installez HDFS dessus, je vais l'expliquer encore un peu derrière, la donnée que vous allez pouvoir stocker dessus va être distribuée. Donc, on va être capable de stocker
beaucoup de données de manière répartie sur plusieurs machines. Et derrière, on va avoir une deuxième brique qui se charge de distribuer le calcul pour vous. Donc cette brique qui s'appelle Yarn, et au-dessus, beaucoup de développeurs ont travaillé et ont écrit des librairies qui sont capables d'utiliser la brique Yarn pour se répartir sur le cluster HDFS, sur le cluster Hadoop. Donc, pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails sur comment ça marche, votre cluster HDFS il va être organisé comme un cluster maître-esclave, dans le sens où j'aurai une machine maîtresse, qui va être responsable de l'annuaire de la donnée. C'est cette machine qui sera capable de dire tiens, cette donnée, elle est dans cette machine. Donc, typiquement, si je veux récupérer tous les événements de 2012, je demanderai au namenode de la machine maître, ou je vais aussi pouvoir stocker mes fichiers en demandant au namenode sur quelle machine datanode je vais pouvoir stocker mon fichier. Le namenode lui dit bah, tiens, tu as qu'à aller stocker sur ces fichiers. Moi, derrière, je découpe mon fichier en blocs de 64 mégas et je vais les stocker. Je vais stocker chacun de ces blocs dans une machine différente. Ici, par exemple, j'aurai mon bloc numéro 1 pour le fichier. Ici, mon bloc numéro 2, mon bloc numéro 3, encore dans une autre machine. Et sachez que juste pour sauvegarder le fichier et être sûr de ne pas la perdre, parce qu'on peut admettre que dans un cluster de 100 machines, il y aura beaucoup plus de chances qu'une de ces 100 machines tombe en panne, on va répliquer chacun de ces blocs. Ce qui fait qu'au final, notre fichier il va être divisé en blocs et chacun des blocs va être répliqué 3 fois sur toutes les machines. Donc, une fois que j'ai le stockage distribué, vous allez me demander, tout à l'heure, tu m'avais parlé d'accessibilité de la donnée. Comment je fais ici pour accéder à ma donnée, sachant que si elle fait 1 Tera de données, je ne vais rien pouvoir faire dessus. Alors, du coup, le concept qui a été popularisé par Google au début des années 2000, c'est le concept MapReduce, parce que Google s'est dit, moi, ces données, j'ai constaté que je les accumulais, et que derrière, je n'étais pas forcément capable de faire un accès unitaire à un endroit du fichier. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de faire du traitement par l'eau et être capable de lire tous ces fichiers en un coup pour faire du processing, mais de manière distribuée. Et du coup, il a popularisé le framework MapReduce que je vous présente ici. Aujourd'hui, plus personne ne code en MapReduce, ne vous inquiétez pas, vous passerez plus souvent par les librairies que je vous ai citées ici. Donc, comme Pig pour du script ou SQL, ou Hive pour faire du SQL sur les données sur HDFS, ou encore Spark pour faire du traitement in-memory sur des données HDFS. Mais juste pour montrer que le calcul distribué est quelque chose un peu différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de manipuler, je vais vous présenter un peu MapReduce. Donc le MapReduce, typiquement ici, j'ai un fichier où il y a écrit savoir-être et savoir-faire sans faire savoir, et j'ai envie de compter le nombre de mots qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Donc la première partie, c'est que ce fichier, comme je suis sur HDFS, si vous avez bien compris tout à l'heure, il va être divisé en blocs. Donc j'aurai 3 blocs, un bloc sur une machine différente, donc totalement indépendants les uns des autres. Donc j'aurai une première étape qui s'appelle l'étape de math, qui consiste à créer pour chaque bloc de données que je conçois, un ensemble de clés valeurs. Donc par exemple, à partir de la ligne savoir-être et, je vais pouvoir créer l'ensemble de clés valeurs savoir 1, être 1 et 1. Donc la clé étant la première et la valeur la deuxième. Ensuite, j'ai une pseudo-étape de tri dans laquelle je vais trier ces clés valeurs pour rassembler toutes les clés valeurs qui ont la même clé sur une machine, toutes les autres clés valeurs avec une autre clé sur une autre machine, etc. Ce qui fait que sur une machine, j'aurai typiquement toutes les données qui ont la même clé. Donc, par exemple, sur une machine, j'aurai 3 fois la clé valeur savoir avec 1 comme valeur. Et sur une autre machine, j'aurai peut-être, par exemple, la clé valeur 100 avec 1, parce qu'il n'y a pas d'autres clés valeur 100 et 1 qui viennent de cette machine, qui viennent d'autres machines. Et à partir de là, j'aurai une étape de Reduce qui définit exactement qu'est-ce que je dois faire de cet ensemble de valeurs qui sont associées à la même clé. Donc moi, comme je voulais compter le nombre de mots qu'il y avait, le nombre de fois que le mot apparaissait dans le fichier, je me dis je vais additionner tous les 1. Donc typiquement, si j'ai savoir 1 qui apparaît 3 fois, je vais additionner tous les 1, et ça il va me revenir une clé valeur avec comme valeur 3, qui va me donner le nombre d'occurrences du mot dans le fichier. Donc conclusion, comment il a réussi à populariser MapReduce? Parce qu'avec ce framework, on est plus facilement capable de distribuer le traitement, c'est-à-dire que le traitement map va être
amener sur la donnée et pas l'inverse. On ne va pas transporter de la donnée, pas trop de données en va-et-vient entre les différentes machines. Et en plus, on aura tout ce qui est fault tolerance, que je ne sais pas traduire en français, dans lequel si une des machines pendant le traitement tombe en panne, eh bien, je vais être capable, comme les maps étaient exécutées de manière indépendante, je vais pouvoir transporter le traitement map sur d'autres machines. Donc là, on était sur... Là, je vous ai présenté tout ce qui est système de fichiers et fichiers. Jusqu'à présent, on a appris à stocker de la donnée dans un fichier, le travailler sur notre propre machine, ou le travailler sur une machine distribuée en faisant du MapReduce. Et vous allez me dire, écoutez, vous avez parlé aussi de tout ce qui est corruption de données ou de typage de données, etc. Moi, j'ai envie d'un vrai système qui soit capable de gérer ma donnée. Et du coup, je vais vous présenter tout ce qui concerne les bases de données très rapidement. Alors, une base de données, tout le monde a fait la base de données aussi, je suppose. Donc, une base de données, ça va être un système qui va gérer pour vous l'ensemble des données, l'ensemble des schémas qui vont être associés aux données et l'ensemble des requêtes qui peuvent être exécutées sur ces données à votre place. Vous n'aurez pas à coder de but en blanc votre code pour aller rechercher les différentes colonnes ou les différents champs de la donnée qui vous intéresse. Donc, celui que, en règle générale, tout le monde connaît, ça va être le système de base de données relationnelle, qui est fondé sur un système comme d'habitude, un système tabulaire, dans lequel je vais avoir plusieurs tables qui sont représentées ici en tant qu'une colonne, donc une ligne par observation, avec un typage type des colonnes. Quand je vais définir la table bar, je vais dire toutes les données qui vont être contenues dans la colonne bar, ça va être des strings, et tout ce qui est contenu typiquement dans la colonne prix de ma table vente, ça va être des entiers. Donc là déjà, je suis sûr que lorsque je manipule ce système, je sais que les observations que je manipule, le contenu des données, il ne va pas forcément être corrompu, bon, il pourrait l'être dans le cas plus rare n'empêche, mais ce sera quand même beaucoup plus robuste. Et en plus, comme j'ai un système de requêtes qui vient avec, donc ici ce sera beaucoup plus souvent de SQL, avec le SQL, je vais être capable de manipuler ou créer de la donnée structurelle. Donc, typiquement, si je recherche tous les endroits où on vend de la bière Miller à moins de 2,08 €, là j'ai une requête SQL que je n'ai pas envie de dire parce que voilà, qui me permet de faire ça. Donc, le SQL, c'est très bien. Donc, en tant que data scientist, je ne peux que vous conseiller de l'apprendre. Et de connaître même par cœur. Parce que le SQL, c'est quelque chose qui est optimisé, c'est quelque chose qui a été travaillé pendant 10 à 20 années pour traiter de la donnée structurée. Et il y a de plus en plus d'applications autres que les bases de données qui l'utilisent. Que ce soit Spark SQL, Apache Drill, ou Presto ou Apache Hive, de plus en plus de librairies d'analytics proposent elles aussi leur composant SQL. Donc c'est quelque chose qui est très en vogue et qui devrait continuer avec dans les années à venir. Après, vous me direz, mais le problème de ce genre de base de données SQL, c'est que moi, en tant que développeur, si je dois gérer une base de données qui est censée contenir des millions, des milliards d'événements, d'observations, et peut-être que certaines observations vont avoir un schéma qui change, peut-être que certains clients vont avoir un schéma différent associé à cette observation, moi, je ne peux pas gérer ce genre de flexibilité lorsque j'utilise un système de données relationnel. Donc, là, il y a un mouvement NoSQL qui s'est créé aussi, où des développeurs se sont dit, moi, je n'ai pas forcément envie de stocker de la donnée tabulaire dans ma base de données. Donc, on va avoir, dans cette base de données, on va avoir 4 grandes familles de bases de données NoSQL qui se font sur des structures de données différentes que la donnée tabulaire. Donc, vous pouvez être aussi amené à traiter avec ce genre de base de données en entreprise. La première étant le système de clé-valeur. Donc pour le système clé-valeur, vous allez être amené à stocker différentes clés-valeurs dans un sort de cache. En fait. Donc typiquement, on a Redis, on a React, qui sont des bases clés-valeurs qui peuvent être distribuées, dans lesquelles je stocke par exemple mon nom et Fanilo, et que je peux récupérer derrière. Je peux aussi incrémenter les compteurs, etc., etc. À partir de là, par exemple, Twitter utilise Redis pour stocker les 600 tweets, les 600 derniers tweets par personne.
Derrière, comme c'est un système de cache, à chaque fois que je vais sur la page d'une personne, il a juste à taper directement sur le cache, elle a donné une structurée qui récupère, qui passe et qui vous renvoie, et vous avez directement le résultat. Une deuxième famille de bases de données qu'on peut croiser sont les bases de données qui sont orientées colonnes, comme Cassandra ou HBase typiquement. Et dans ce genre de base de données, on n'aura pas, là vous avez vu que j'ai mis un schéma. En réalité, ce schéma il va être beaucoup moins flexible que ça, dans le sens où je peux rajouter une observation qui ne contient aucune des colonnes tax, rank, product et paid, mais qui a par exemple une nouvelle colonne qui s'appelle paid photo. Donc on va avoir ici un système où le schéma ne sera pas forcément imposé par la base de données. Par contre, je suis capable de scanner une partie de la table par rapport à sa clé et être capable de faire des additions sur la colonne qui n'existe pas. Donc ça, c'est une deuxième famille de bases de données NoSQL. Je continue avec une troisième en vous disant que tout ce qui est document orienté, ça va ressembler beaucoup à une base de données qui stocke du JSON en fait. Donc dans le sens où je vais être capable de stocker des documents, donc typiquement un document avec un attribut name et un attribut age, qui ne sont pas forcément les mêmes attributs que les documents qu'on a stockés précédemment. Donc ici on est très schémaless, on peut stocker les documents qu'on veut avec les attributs qu'on a base de données. Donc par exemple ici je veux récupérer tous les documents qui ont pour nom Fanilo. Peut-être que j'aurais oublié chou, parce que en fait elle n'a pas d'attribut name qui s'appelle chou. Donc troisième type de données NoSQL. Et enfin, une quatrième que je peux revenir à la de avant. Deux. Celle-là. Là concrètement, lors d'un tableau, j'ai pas compris la différence profonde avec le SQL. En quoi c'est NoSQL ça? Alors, typiquement, imagine. Tu peux répéter la question? Alors, la question c'était quelle est la différence entre. En quoi ça diffère fondamentalement? En quoi ça diffère mentalement du SQL? Alors, tu peux imaginer typiquement, je vais te donner concrètement l'exemple d'Amazon. Imagine Amazon qui a des bilans de produits avec des attributs différents et qui peuvent changer dans le temps. Donc typiquement ce produit, il a une définition comme ça, il a ce nom, il a ce prénom, il a cette date de péremption ou pas. Si c'est une bouteille de lait, il y a une date de péremption. Si c'est un jouet, il n'y a pas de date de péremption. Peut-être qu'il aura un autre attribut, etc. Le problème de SQL, c'est que je serais incapable de définir en avance un schéma pour prendre en compte tous ces éléments-là. C'est quelque chose que je suis obligé de faire au début avec le SQL, c'est de me dire, moi ma donnée, je veux qu'elle soit structurée comme ça, parce que derrière, pour mes analyses, pour mes requêtes, ça va être beaucoup plus robuste. Par contre, si je m'appelle Amazon et que je veux stocker justement des observations qui ont une structure qui peut changer, où je peux rajouter des colonnes à la volée ou fermer des colonnes à la volée, alors le SQL ça ne me convient pas parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais ajouter une observation qui ne colle pas au schéma, il faudrait que je change le schéma. Du coup, il faudrait en plus que je change le million d'observations qui sont dans cette table existante, que je change elles aussi leur contenu, etc. Et moi, je n'ai pas le temps de faire ça quand je m'appelle Amazon. Parce que si je m'appelle Amazon et que je fais ça, mon site, pendant 3 jours, il ne marche plus. Et du coup, je perds 4 millions d'euros, par exemple. C'est bon. En gros, c'est que la table est plus flexible. Ouais. Bon, le système de graphes, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit, moi j'ai envie de stocker du graphe aussi. Donc typiquement, vous pouvez faire avec les bases graphes, donc vous pouvez imaginer que Facebook peut-être utiliserait ça pour établir des relations avec différents utilisateurs, il ne me semble pas. Donc vous êtes capable d'établir entre différents nœuds des relations et de faire des recherches sur ces relations. L'exemple le plus connu est de Frangie, mais je pense d'ailleurs que c'est le seul qui soit encore bien. Donc j'ai beaucoup papoté, et en plus, à 5 minutes. Donc j'ai beaucoup papoté de stockage et de système de fichiers, de système de fichiers. Donc maintenant, désormais, vous savez comment stocker votre donnée de manière à toujours préserver les métadonnées, être capable de les lire, de les relire, et quels sont les typages qui sont associés aux données à chaque fois. Ça, c'est la partie un peu pas sexy de data science. Maintenant, à partir de ça, je vais être capable de répéter de la donnée et d'être capable de la lire, visiblement. Bon.
Le problème, c'est qu'en fait, sur Internet, il y a 1 million de datasets qui existent. Je vous en présentais certains qui sont relativement plus connus. Bon. De toute façon, sur Internet, tout ce qui concerne l'open data, où désormais il y a un autre mouvement qui se fait en ce moment, qui est d'essayer de mettre en open source public, en accès libre, les différents datasets qui ont été utilisés par chacun des papiers de recherche. Donc peut-être que d'ici 10-20 années, vous aurez accès aux différentes observations qui ont été utilisées par chacun des papiers de recherche. Mais typiquement, ici, vous avez les plus connus, donc Lucia et Machine Learning Repository, c'est un repository qui existe depuis fort longtemps, qui contient les datasets, on va dire, de base à être exploités par des data miners amateurs. Et ça va jusqu'aux datasets publics que Amazon Web Service fournit. Donc typiquement, en règle générale, ces datasets publics qui font plus de 30 gigas, voire 300 gigas, voire 1 terabyte de données. Donc en règle générale, ici, vous allez plutôt utiliser des librairies de calcul distribuées comme Spark ou comme Hive plutôt que de faire du calcul relativement facile. Donc, sur Internet, vous trouverez beaucoup de datasets, voire si vous voulez, vous pouvez créer un client qui va aspirer toutes les pages web pour les analyser, par exemple. Alors, il y a quelque chose qui est très mis en avant en ce moment aussi, c'est tout ce qui concerne les API REST. Donc, une API, ça va être une interface entre un service web et un client. Et quand je définis une API comme étant REST, c'est qu'elle définit un ensemble de verbes définis pour des requêtes HTTP, comme get ou comme post, et elle définit un dictionnaire de requêtes qui est accessible. Par exemple, ici, si je fais un get de data avec cette ID, alors je vais recevoir ce type de données. Donc typiquement, des API très connues qui existent. La plus connue en flux temps réel, ça va être l'API Twitter, où vous pouvez accéder en public sans payer, je crois que c'est 10% d'études seulement. Mais typiquement, il y a d'autres API très connus, comme l'API Graph de Facebook, où vous pouvez justement récupérer tous les amis de vos amis si vous vous donnez l'autorisation. Ou typiquement, on a un atelier qui s'appelle Data Science Appliquée, qui vise à utiliser justement les données open source, les données open data libre d'accès du grand monde pour faire de l'analyse. Et typiquement, leurs premiers ateliers ont été concentrés à essayer d'analyser les données VLOM. Donc, typiquement, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces données. Donc, ici, j'ai une partie qui s'appelle API-REST. Je suis encore désolé pour ceux qui sont tout au fond, donc je vais prononcer très fort. Ici, je charge un client qui me permet de faire des requêtes HTTP. Et je vais lui demander de taper directement l'URL de l'API de Grand Lyon TCL. Donc ici, je vais récupérer un fichier, il va me renvoyer un fichier JSON. Donc voilà. Ici, j'ai juste fait une requête HTTP sur une API REST de Grand Lyon et je récupère un JSON qui contient toutes les informations nécessaires pour savoir qu'on est avec VLOM à côté, par exemple, d'un parteur. Donc ce JSON vient avec un ensemble de métadonnées qui est au début et ensuite un ensemble de valeurs. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste parsé ce fichier JSON, ici, ce que aussi fait au niveau de l'atelier avec Talon, par exemple. C'est de le parser au niveau et dans le fichier les premières valeurs directement en temps réel. Donc en temps réel, vous savez que si vous voulez rentrer 2 poules par Dieu, donc je ne vais pas parler, c'est pas grave, mais si vous voulez aller à la mairie du 5e, il y aura combien de vélos, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore regardé les datasets, mais il n'y a plus que 3 vélos là-bas. Je pense que c'est le moment d'y aller. Et donc tout ça pour dire que les API REST, c'est aussi quelque chose de très en vogue, et en règle générale, les grands services Internet vous proposent une API REST que vous pouvez taper pour récupérer un peu de données. Et pour conclure, malheureusement, on n'a pas parlé de tout ce qui est travail de la donnée,
quelles sont les librairies que je peux utiliser pour travailler la donnée, que ce soit Python, ou R, ou Talend, ou WK, ou même je trouvais récemment un projet Google qui s'appelle OpenRefine qui sert justement à la manipulation et au nettoyage de données. Donc tout ça, je n'aurai malheureusement pas le temps d'en parler. Il faudra que ça fasse l'objet d'une prochaine présentation. Et encore autre chose que certains peuvent connaître qui est moi, j'ai pas envie de me gérer une machine entière juste pour stocker la donnée, où est-ce que je peux la stocker? Et donc, on a des plateformes as a service qui proposent justement de stocker ces fichiers pour vous et de mettre à disposition pour vous des librairies d'analyse. Typiquement, sur Amazon Web Service, vous pouvez stocker vos fichiers sur Amazon S3 et les analyser en passant par d'autres instances OCG. Donc ça, c'est relativement payant. Alors, si vous êtes relativement doué, c'est gratuit pendant 1 an, si vous utilisez très peu d'instances. Pour les autres, je n'ai pas trop regardé, mais on a Google Cloud Platform jusqu'à Microsoft Azure qui fait ça. Donc si vous voulez déjà commencer à faire joujou, sans vouloir payer trop de sous, mais sans vouloir aussi le faire sur votre propre machine, vous avez à disposition des services web qui vous permettent de le faire. Bon. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça? C'est que je sais beaucoup souligner avec les structures de données, que c'est important, que les métadonnées c'est important, que la structure c'est important, mais que tout ce qui est structure de données, c'est en même temps que les algorithmes une énorme partie du travail de data scientist, et que sans celle-ci, en fait, vous n'aurez jamais de données forcément exploitables, de informations, elles ne seront pas forcément mises en valeur, et ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de toutes les données que je vous ai présentées précédemment, qu'elles soient en open data ou en accès. Donc, je vous remercie d'avoir écouté pendant autant de temps. Si vous avez des questions, c'est le moment où j'ai. Jusqu'à 10, si il y a 10, il y a pas de questions, on pourra tous les demander. Ah oui, une petite question sur les databases MySQL, NoSQL. Est-ce qu'il commence à exister des systèmes hybrides qui permettent d'hériter des avantages de chacune des deux technologies? Alors évidemment, la première question est sur un domaine que je n'ai pas lu. Alors effectivement, il y a une nouvelle mouvance qui se fait, qui s'appelle le New SQL, pour le nouveau SQL, qui justement essaie de fusionner les deux domaines. Le problème, c'est que je n'en connais pas beaucoup plus. Je t'invite à regarder New SQL et d'en faire une révolution future. PostgreSQL qui commence à faire aussi du NoSQL en fait. Ouais, et après, il y a aussi l'inverse, il y a aussi des systèmes NoSQL qui essaient de faire du SQL. Donc, typiquement, c'est ce qui essaie de prendre, par exemple, Cassandra, en disant Cassandra, c'était la base orientée colonne que vous avez vu tout à l'heure, en disant, bah écoutez, moi, mon CQL, qui est mon langage de query, c'est celui qui est le plus proche du langage SQL en termes de spécification. Donc c'est quelque chose effectivement qui est recherché par pas mal de groupes. On a vu qu'il y avait beaucoup de sites avec des sources de données open data. Est-ce qu'il existe une espèce de dictionnaire de toutes ces sources-là? Parce que finalement, on est quand même tout le temps en train de fouiller, en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut récupérer, quelle est la structure, où est-ce que je peux aller chercher ma data? Donc finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui recense un petit peu tout ça avec je sais pas, le listing en fonction des thématiques ou quelque chose comme ça? Je pense qu'il existe plusieurs dictionnaires comme ça. Celui que je connais et que j'utilisais le plus souvent s'appelle KDNuggets, qui était sur la slide, mais c'est pas grave. Alors, je ne sais pas si c'est par domaine. Je vais pas trouver tout. Et sur GitHub, il y a une table dessus. En fait, la réponse à ta question est à la fois simple et compliquée. Parce que typiquement, si un dictionnaire devait recenser justement tous les datasets qui sont mis en avant aujourd'hui, ça va être relativement compliqué pour les rester fiable. En règle générale, il y a des dictionnaires qui sont assez connus comme KDNuggets qui recensent
on va dire, les datasets qui sont les plus connus et les plus utilisables. Il faudra essayer de se baser sur ce type de dictionnaire. Mais après, en règle générale, c'est vrai que c'est plutôt, il faut que, en fonction de ce que je veux mobiliser, il faut que j'aille sur Internet et que je la recherche, et si j'ai accès tant mieux, et sinon, c'est dommage. On est jusqu'à 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, très bien. On a compris que vous n'avez plus de questions. Du coup, je vais pouvoir conclure. Bon, bah, merci. Ok, merci. On va juste vous rappeler un petit peu ce que vous fait dans le groupe Data Science Appliquée. Pour ceux qui ne savent pas comment on marche, sur le Twitter ou sur le GitHub, il y a un lien qui pointe vers une page Google Doc qui est ouverte dans laquelle vous pouvez regarder, vous pouvez rajouter des choses. Et dessus, il y a l'explication de comment on s'inscrit à notre système de collaboration qui est un système Slack. Donc c'est une espèce de système de type IRC sur lequel il y a différentes colonnes, différents groupes de discussion sur la partie machine learning, data science et le groupe data science appliquée. Donc si vous voulez continuer à travailler avec nous, revenir aux soirées, n'hésitez pas à aller sur cette page et à vous inscrire sur le système Slack. C'est tout est expliqué dans le Google Doc de notre groupe de discussion. Ça c'est le Slack, ça permet il y a différentes parties, différents salons dans lesquels en fait on peut vous poser des questions, vous poser des liens, etc. Et je vais peut-être monter le Google Doc. Dans ce Google Doc, je descends un petit peu. Là, vous avez comment vous cliquez là, vous allez mettre votre email et vous allez avoir un login qui va vous permettre ensuite de venir sur le Take Up, le Slack qui vous a été monté précédemment pour pouvoir discuter avec vous. Et puis après, il faut qu'on commence à discuter du prochain sujet, parce qu'en fait on fait un petit peu au fil de l'eau. Si vous avez des idées pour la prochaine session, faites-le dans le Slack pour poser des choses, ou poser des questions sur les choses qui viennent faire. On va terminer en vous expliquant en 1 minute ce que c'est que le groupe Data Science Appliquée. Comme ça, ça vous permettra d'être tous au courant de ce que l'on fait. Merci Franck. Alors en 1 minute, Data Science Appliquée, c'est un espèce de sous-groupe au groupe Lyon Data Science qui réunit les gens parmi vous, là j'en vois, ils sont ici, qui ont envie de mettre en pratique ce que vous voyez pendant ces présentations assez générales et assez globales. Donc, on s'est réunis depuis 1 mois, et ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a créé une petite machine virtuelle. C'est un programme qui représente un ordinateur qui tourne dans votre ordinateur. Il est capable aujourd'hui de récupérer toutes les 5 minutes les données des stations vélo du Grand Lyon et de les représenter graphiquement sur une carte. Voilà. Pour l'instant, ce système, il fait ça. Notre objectif sur ce projet, c'est, maintenant qu'on a collecté la donnée, qu'on la visualise, de commencer à la retraiter, se poser des questions, essayer de trouver des réponses grâce aux méthodes d'analyse de données. Donc on a parlé de machine learning, de la classification, etc. Voilà. On s'est pris ce sujet au hasard, parce que les données Open Data du Grand Lyon étaient dispo, et on a choisi Level Up parce que c'est marrant. On peut se poser des questions rigolotes. Par exemple, pourquoi les Croix-Roussiens ne remontent jamais les vélos? Voilà. Il va y avoir une raison. On veut la trouver dans les données. Donc je vous invite à nous rejoindre, à discuter avec nous des prochaines étapes. Sur le Slack, donc le système que vous a présenté Franck, il y a un channel qui s'appelle Data Science Appliquée. Donc vous êtes les bienvenus. Merci.